Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV de Silver Economy Expo. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui David Jayes, qui est essayiste, qui est enseignant à Sciences Po pour son livre Le nouveau modèle français. Bonjour David. Bonjour. Alors Dashboard, pour qui ce livre? Pour quelle cible? Pour tous les lecteurs et toutes les lectrices de bonne volonté. C'est sûr, mais il y a un message derrière. Oui, le message, c'est qu'on est à un carrefour de notre histoire, Ouais. à la croisée des chemins. Exact. La décennie 2020 va être décisive, notamment parce que nous allons devoir conduire deux transitions majeures, la transition écologique et la transition démographique, donc le vieillissement de la population, s'adapter au vieillissement de la population. Et de la façon dont nous allons gouverner, appréhender, mettre en récit cette transition dépendra notre avenir collectif. Ça veut dire que l'échéance, la petite échéance qui vient en 2022, là, l'élection présidentielle, elle est extrêmement importante. Elle est fondamentale et on peut se prêter à penser que il ne faut pas juste faire des projets pour les 2 ou les 3 prochaines années, mais des projets pour les 10 ou les 20 prochaines années. Oui, c'est un projet de société. C'est un projet de On est d'accord. société et c'est ce qui a été trop évacué du débat public ces dernières années. Ouais. On est trop sur les mesures catégorielles, sur les mesures waouh pour épater la galerie. Les sondeurs et les communicants ont pris le pouvoir en quelque sorte dans le cerveau des politiques. C'est vrai. Et ce qu'il faudrait, c'est pouvoir poser une vision globale. On n'en a jamais autant eu besoin depuis 1945, je crois. Vous pensez que c'est le moment on dit en général, de changer le logiciel? Il y a un peu de ça, hein. Oui, mais c'est pas comme un logiciel qu'on peut se contenter de redémarrer Non. ou de mettre à jour sous la C'est forme... plus qu'une mise à jour, il faut, Voilà, c'est plus qu'une mise à jour. un nouveau logiciel. Ouais, c'est un nouveau logiciel et puis c'est une mise en œuvre concertée, c'est-à-dire que la société, c'est un organisme extrêmement complexe, avec plein de forces, plein d'intérêts, parfois contradictoires. Sauf que ces transitions, elles nous impliquent tous, elles nous requièrent tous, et il faut qu'on arrive à les conduire de manière ordonnée et concertée, et c'est ça la difficulté. Ce que j'ai bien aimé dans votre livre, c'est que c'est pas juste une photographie de l'instant T, mais vous nous amenez en fait au modèle actuel, c'est-à-dire que on sent en Sciences Po derrière, il y a l'histoire derrière, il y a le poids de l'histoire qui nous a amenés là. C'est important de comprendre d'où on vient. C'est important de comprendre d'où on vient, et surtout c'est important de comprendre comment on s'en est sorti après 1944, c'est-à-dire après c'était la ruine du pays, l'effondrement militaire de 1940, la collaboration, l'occupation. Oui. Et pourtant, dans le creuset de la résistance, il y a eu beaucoup d'espoir, beaucoup d'utopies aussi qui ont germé. Et on a réussi collectivement à se mettre d'accord sur quelques grands compromis historiques. Il y avait pourtant des gens très différents. Il y avait des gaullistes, des communistes, des socialistes, des chrétiens, démocrates. Et malgré ces divergences de vues, de sensibilité, on a réussi à faire quelques grands compromis autour de la sécurité sociale, par exemple, ou bien autour de l'industrialisation, qui était le fer de lance du développement économique à l'époque. Et ce qu'il faut arriver à faire aujourd'hui, c'est à sécuriser comme ça quelques grands compromis, la transition démographique et la transition écologique étant probablement les deux mamelles en quelque sorte autour. Attention. Voilà les deux lignes de force du modèle français. Je plaisante évidemment. Mais en vous écoutant, ce qui m'angoisse un petit peu, c'est que, sans parler des personnes, mais c'est pas vraiment ce qu'on entend aujourd'hui chez tous les candidats, ceux qui sont déclarés et les futurs, mais c'est pas vraiment ce qu'on entend. On n'entend pas ce genre de choses. Non, effectivement, c'est pas le discours dominant. On rame pas tous dans le même non, c'est sens. Pas le discours dominant. Et puis surtout, il n'y a pas de volonté réelle de s'attaquer à ces défis. Peut-être parce qu'il n'y a pas encore la prise de conscience que c'est des défis majeurs. En 2030, on aura 6 millions de personnes entre 75 et 85 ans, 2 millions de plus qu'aujourd'hui. Donc c'est des modifications profondes de notre contrat social en réalité. C'est ça, ouais. Et c'est pas juste des chiffres, et c'est même pas seulement une 5e branche ou une affaire de ligne à ajouter au compte de la sécurité sociale. C'est un vrai changement de paradigme, c'est un vrai changement de société. Vous trouvez qu'on est un peu trop ras des pâquerettes actuellement, qu'il n'y a pas de... Oui, le débat public, la classe politique sont encore un peu trop, effectivement, les yeux rivés sur le court terme. C'est ça, et il faut sur le tableau de bord et pas à regarder la route. Voilà, il faut qu'on arrive à regarder à nouveau le long terme. C'était la force du projet français dans l'après-guerre, malgré les divergences, encore une fois, et les conflits. Hein. Ouais, on arrivait à se mettre d'accord sur quelques grands principes qui allaient nous accompagner pour les 30 ou les 40 prochaines années. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et on est vraiment à un moment charnière parce qu'il y a à la fois cette nécessité du long terme et en même temps l'urgence de sécuriser ces compromis parce que l'horloge climatique mais aussi l'horloge démographique tourne. Et si on n'est pas capable de prendre des décisions fortes et concertées dans les prochaines années, eh bien on sera passé à côté de notre chance. Et ces défis
deviendront des catastrophes alors qu'ils auraient pu être des opportunités. Ils auraient pu être des opportunités. Pardon. La phrase. Et ces défis deviendront des catastrophes alors qu'ils auraient pu être des opportunités. En vous lisant en filigrane, et vous me dites si je me trompe, je me suis dit, à la fin, il va nous dire qui est le prochain De Gaulle. C'est pas du tout le. C'est pas du tout, c'est pas l'objet du livre. Évidemment, pas du name dropping. Non, c'est pas du name dropping. Je parlais pas d'une personne. Encore une fois, c'est, j'allais dire presque je ferai le montage. Mince, j'ai perdu ma question. Ah, c'est pas vrai. Le portrait robot. Non, c'est pas du name dropping. Je parlais plutôt d'une sorte de portrait robot du prochain De Gaulle. C'était plutôt, évidemment, pas. J'allais pas vous demander un nom, mais ouais, c'est ça. Plutôt un portrait robot. D'abord. Le prochain, non pas candidat, pas le prochain homme politique, mais le prochain homme d'État. Je vois bien la question. Je ne crois pas tellement en réalité à l'homme providentiel ou à la femme providentielle. Je crois qu'on est plus intelligents ensemble. Et les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui nécessitent un surcroît d'intelligence collective, c'est-à-dire d'élaboration. Alors là, on est pareil. Voilà. Donc, le prochain homme d'État, c'est celui ou celle qui justement arrivera à mettre autour de la table des acteurs très différents avec des intérêts en apparence très divergents et à leur faire accoucher de compromis très très puissants pour la décennie qui vient, à la fois sur la transition énergétique, à la fois sur le vieillissement, sur toutes les autres grandes transitions. Et donc ça suppose une capacité de mise en récit de notre avenir. Parce que pour donner envie aux gens de s'embarquer dans les transitions, pour donner envie de faire des compromis, il faut qu'on voit un point d'arrivée et que ce point d'arrivée soit désirable. Que ça ne soit pas le moins de la décroissance ou la calamité du vieillissement. Je n'aime pas le terme de vieillissement d'abord parce que ça suggère une sorte de processus de dégradation inexorable. Plutôt parler de la longévité, de la révolution de la longévité, plutôt parler de la transition énergétique comme opportunité de réindustrialisation de la France. Et le verre à moitié plein, à moitié vide. Voilà, adosser à un nouveau projet productif. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on va donner envie à toutes et tous d'embarquer dans ce projet. Vous y croyez ? Oui, j'y crois, parce que sinon je ne ferais pas ça. Non, parce que ça pourrait être aussi, voilà, je vous ai décrit la situation, maintenant on saute la falaise. Parce que... Si j'ai écrit ce livre et si je fais tout ce que je fais, c'est parce que je suis profondément persuadé que c'est possible, qu'on va y arriver. Je fais confiance dans l'inventivité humaine, dans nos capacités d'innovation, à surmonter les obstacles quand ils se présentent à nous. Mais effectivement, la pente est raide et il va falloir s'y attaquer très rapidement. Il va falloir se serrer la ceinture, il y a du boulot en tout cas, Absolument. Ça c'est clair. Merci beaucoup David Jez. Bah, écoutez, on a confiance avec vous, alors on vous écoute, puis on revient l'année prochaine et puis on voit si ça a bougé un petit peu. D'accord ? Merci de votre invitation. Merci à vous, fans de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economie avec un y-expo.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.